Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet absolument fascinant, un vrai changement de paradigme qui redéfinit de A à Z notre compréhension des frontières en Europe. L'idée centrale qu'on va explorer, c'est de voir comment de simples étiquettes administratives et la façon dont on cuisine les données migratoires fabriquent littéralement le concept d'immigré illégal. Ça peut sembler un peu complexe de prime abord, mais pas de panique. On va décortiquer tout ça ensemble et la mécanique derrière ces chiffres va devenir limpide. Au menu de notre exploration aujourd'hui, 6 étapes clés. On va commencer par le mythe de la crise, suivi du monopole narratif de l'agence Frontex. Ensuite, on démontera la machine de tri bureaucratique. On se penchera sur la réalité humanitaire pure. On observera le prisme de la catégorisation humaine pour enfin voir comment réaligner ces données avec le réel. En gros, on part des immenses statistiques globales pour zoomer, couche après couche, jusqu'à loin. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la déconstruction du récit de la crise de 2015. Pour bien comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps et regarder les chiffres vertigineux qui ont posé les bases de tout ce récit européen. 1 250 000, c'est un chiffre astronomique, non? C'est le nombre exact de ce qu'on a appelé des franchissements irréguliers enregistrés aux frontières européennes en 2015. Un chiffre massif, brut, balancé, tel quel, qui a tout de suite déclenché une énorme panique dans l'opinion publique. Mais si on gratte un peu le vernis, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière un tel nombre? Eh bien, c'est là qu'on touche du doigt un décalage immense entre la donnée pure et ce qu'on en perçoit. Frontex, l'agence européenne de garde-frontières, a commencé par utiliser le terme technique et assez neutre d'irrégulier. Mais petit à petit, ce terme a glissé vers celui d'illégal, un mot d'ailleurs officiellement adopté par l'agence en 2022. Ce tout petit changement de vocabulaire, c'est loin d'être anodin. Ça a littéralement criminalisé ces mouvements de population, créant l'illusion parfaite d'une gigantesque menace sécuritaire pesant sur les pays du Nord. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, le monopole narratif de Frontex et sa boucle de rétroaction. On est en droit de se demander comment cette vision ultra-sécuritaire a pu s'imposer partout. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est face à une boucle d'auto-alimentation redoutable. Frontex produit ses propres données, ensuite la presse reprend ses chiffres en boucle, érigeant l'agence en autorité absolue et incontestable, et au final, la peur que ça génère au sein de la société sert sur un plateau d'argent la justification parfaite pour gonfler à bloc les budgets de sécurité de cette même agence. Si on décompose le mécanisme, la recette est redoutablement simple. Étape 1, on produit de la donnée. Étape 2, on l'amplifie dans les médias. Étape 3, on justifie politiquement des financements records. Le vrai problème ici, c'est que ces chiffres déshumanisent complètement la situation. On prend des mouvements migratoires super complexes, souvent liés à des réfugiés, et on les transforme en une bête statistique de criminalité. Les données ne servent plus à décrire le monde, elles servent à dicter un agenda. Passons maintenant aux coulisses de cette politique européenne, avec notre troisième partie sur la machine de tri bureaucratique. C'est en regardant comment la donnée est moulée et digérée qu'on tombe sur des contradictions complètement folles. Alors là, c'est assez bluffant. On a carrément deux institutions européennes majeures qui tirent dans des directions opposées. D'un côté, Frontex, dont le job est de contrôler et d'exclure. Pour eux, une entrée est étiquetée comme une menace. Et de l'autre, on a Eurostat, qui est sur une logique de politique intérieure et de droits humains. Pour Eurostat, ces mêmes entrées sont des vulnérabilités, voire des demandeurs d'asile en puissance. Sans oublier un détail absolument crucial, la Convention de Genève de 1951 stipule noir sur blanc qu'un réfugié ne doit pas être pénalisé pour une entrée illégale. On est donc face à un système qui marche complètement sur la tête. Du coup, pour tenter de réconcilier ces deux visions, on a vu apparaître cette fameuse machine de tri bureaucratique. En clair, une personne arrive à la frontière, Frontex la filtre et lui colle directement l'étiquette franchissement irrégulier. Mais dans un second temps, un modèle intervient pour corriger le tir en croisant les détections de Frontex avec les données d'Eurostat sur les vrais taux d'acceptation du droit d'asile selon les nationalités. C'est une sorte de recatégorisation basée sur les probabilités. Et c'est là que ça devient captivant. Partie 4, la réalité humanitaire. Que se passe-t-il vraiment quand on applique ce filtre statistique, basé sur le vrai droit d'asile, à la montagne de chiffres de 2015? Juste avant de regarder les résultats, posons un mot-clé, le réfugié probable. C'est tout simplement une personne originaire d'un pays où le taux d'obtention de l'asile en Europe est historiquement très élevé, comme la Syrie ou l'Érythrée par exemple. Pour ces personnes, franchir une frontière sans papier n'est pas un délit de confort de type criminel, c'est une question de survie, une nécessité vitale. C'est radicalement différent de ce qu'on pourrait appeler un migrant irrégulier classique. Et là, tenez-vous bien parce que les résultats de 2015 sont une vraie claque. Quand on nettoie les données, on découvre que 75,5% de ce fameux million et quart de personnes étaient très probablement des réfugiés en danger. Seulement un quart rentrait dans la case des migrants irréguliers.
Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le système européen a tout simplement confondu une urgence humanitaire absolue avec une soi-disant vague de criminalité. Et la géographie ne trompe pas. Si on regarde la carte des routes empruntées en 2015, c'est flagrant. Plus de 90% des passages étaient ultra concentrés sur la seule Méditerranée orientale. Ce goulot d'étranglement soudain confirme à 100% qu'il s'agissait d'un exil forcé, d'une fuite massive en urgence. Et la leçon à en tirer, elle est dure. Militariser nos frontières n'arrête pas des gens qui fuient pour leur vie. Ça les pousse juste à prendre des routes beaucoup plus mortelles. Quittons maintenant l'échelle des millions de personnes pour atterrir sur notre 5e partie, l'histoire individuelle. On va utiliser le parcours d'un migrant népalais pour vraiment comprendre comment s'opère cette fabrication de l'illégalité. Imaginons ça comme un prisme optique. À l'entrée du prisme, on a un individu unique, originaire du Népal. Comme n'importe quel être humain, ses motivations sont hyper complexes. Il y a un peu d'espoir économique, une envie de faire des études, peut-être des problèmes politiques chez lui, bref, la vraie vie, nuancée. Sauf que, quand cette même personne traverse le prisme des différentes lois des pays européens, le résultat éclate en 1000 morceaux. Prenez ce migrant népalais avec son parcours unique. Selon les besoins et les lois du pays où il va atterrir, disons la France ou bien le Royaume-Uni, l'administration va lui fabriquer une identité sur mesure. Dans un pays, on va le célébrer comme un réfugié légitime, ailleurs, on va le recruter comme un travailleur essentiel, et dans un troisième pays, paf, il recevra l'étiquette de criminel ou de clandestin. Même passé, même personne, mais une identité légale totalement fabriquée de toutes pièces par la destination. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie. Face à ce grand bazar institutionnel, comment est-ce qu'on fait pour réaligner enfin nos données et nos politiques avec le monde réel? S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique phrase de tout notre décryptage d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Être illégal, ce n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas gravé dans l'ADN de quelqu'un. C'est purement et simplement un produit administratif, une étiquette tamponnée par l'État à l'arrivée. C'est une construction. Pour remettre le système à l'endroit, l'étude suggère de s'appuyer sur 3 gros piliers. 1. On arrête d'être naïf, les statistiques migratoires sont politiques, il faut les lire avec un esprit critique. 2. On regarde la vérité en face, les personnes aux frontières sont souvent de probables réfugiés fuyant des crises. Et 3. On exige un minimum de cohérence. C'est crucial de construire des politiques impartiales qui tiennent compte de la vraie vie, de la nature mixte des parcours, plutôt que de s'inventer des crises sécuritaires de toutes pièces. Parce qu'au bout du compte, si nos frontières commencent par des chiffres, le minimum syndical, c'est de compter correctement. On arrive à la fin de notre décryptage. Et pour conclure, voici une petite réflexion à garder dans un coin de la tête. La prochaine fois qu'on entendra un politicien ou un journal télévisé brandir des millions de passages aux frontières, demandons-nous simplement comment ces chiffres froids et bureaucratiques sont-ils en train de sculpter secrètement notre propre vision du monde et surtout notre regard sur les êtres humains qui essaient de le traverser.